Bonsoir à tous, madame, monsieur, bienvenue dans Le Monde ce jour. Le Monde ce jour, c'est sur la Dan Broadcasting System. Merci à tous les nombreux téléspectateurs qui commencent à nous suivre comme ça un peu partout au Cameroun et justement en Afrique et dans le monde. Ce jour, nous allons certainement parler d'une question qui touche le Cameroun et qui a mis le Cameroun d'une mauvaise manière sur le toit du monde, à savoir la corruption. Vous le savez très bien, le pays a été champion 2 fois en matière de corruption et du coup, une opération main propre avait été lancée, une opération dite d'assainissement, une opération épervier qui a eu une première phase, une deuxième phase et peut-être une troisième phase. L'on attend vainement la 4e phase. Mais du coup, et au cours des multiples procès qui sont déroulés dans la République et les prisonniers, parce qu'il y a justement un gouvernement en prison et des directeurs généraux de plusieurs entreprises, on se pose des questions aujourd'hui sur cette opération parce qu'il y a des vérités et des contre-vérités, surtout que cette opération relance la sécurisation du patrimoine financier de l'État du Cameroun. Rebonsoir à tous et bienvenue, vous le savez très bien, nous parlons tous ces jours-ci et jusqu'en décembre prochain de la sécurisation du patrimoine de l'État du Cameroun en termes de numérisation. C'est une opération lancée par le ministère en charge et sous haute instruction du président de la République, Paul Biya. Georges Gilbert Baonla, bonsoir et bienvenue. Bonsoir à tous les téléspectateurs, bonsoir à toute la Dream Team du côté de Toudi à Yaoundé. Je voulais dire un bonsoir particulier au directeur de la sécurité présidentielle qui suit cette émission particulièrement. Je voulais dire aussi au secrétaire général en charge de la présidence, le ministre Ngor, que nous faisons notre travail en tant que citoyens. Nous estimons que c'est de droit que nous puissions le voir. Et puis, j'ai à l'endroit du couple présidentiel qui ne rate pas cette émission. Ah, qui est revenu certainement. C'est pas seulement au niveau de la présidence, peut-être qu'au niveau de la présidence, c'est vrai, mais il y a beaucoup de Camerounais, on nous a signalé beaucoup de fans, Horatien Mbolo, de Toudi, de tout ce quartier-là, qui suivent comme ça cette émission. Effectivement, je voulais pas, disons que, le fait que je vous dis que vous avez disons vous, pas moi, vous avez déjà un fan club du côté de quartier Bali, et principalement qui est ancré du côté de Bonanjo aussi, parce qu'il y a un certain nombre... Moi, c'est DBS et tous les techniciens de l'ombre, ils sont nombreux, qu'on ne voit pas. Voilà, justement, toute l'équipe. Toute l'équipe, voilà. Toute l'équipe. Toute l'équipe, et c'est ce qui nous va droit au cœur, quand nous sentons que on nous renvoie à l'ascenseur, et que ça veut dire que c'est un travail sérieux, captif, et puis qui porte ses fruits pour le développement de notre pays. Voilà. Merci, ils sont très nombreux, Nicolas Olomor, Ricardo, Alain Kenyé, ils sont très nombreux, je ne veux pas les citer ici. Je n'oublie pas ceux de la diaspora. C'est de la diaspora, naturellement. Alors, vous avez suivi mon introduction. Ça vous gêne si on dit, c'est une vérité qui est connue, elle est historique, le Cameroun a été classé champion 2 fois en matière de corruption. Et vous-même, dans votre temps de la presse, effectivement, vous avez été un directeur de publication ou d'un groupe, vous êtes revenu plusieurs fois sur des dossiers. D'ailleurs, je crois avoir rassemblé au moins une 50aine de journaux de le démenti sur ces multiples affaires. Donc, vous savez quelque chose de ces affaires. Le Cameroun est passé à la trappe en fonction de ce que les institutions qui ont, disons, la qualité d'observatoire institutionnelles, il faut les respecter parce qu'ils ont des missions régaliennes. Je voulais parler de transparence et autres, qui accompagnent les vies citoyennes et les nations dans le monde, ont épinglé, il y a quelque temps, le Cameroun comme le pays champion 2 fois, qui a gagné la Champions League. En matière de corruption. C'est pas il y a quelque temps, ça a mis quand même une quinzaine, vingtaine d'années. Je voulais le dire. Nous, on a commencé à l'époque, moi principalement, j'ai commencé à l'époque où la bataille était très serrée. Et les missions, parfois, d'observateurs étrangers n'étaient pas, disons, que très appropriées pour parler des affaires locales au Cameroun. Parce que le premier dossier que j'avais mis sur la table de la rédaction, c'était par exemple le dossier des Edouard Tutus. À l'époque, il était secrétaire général à la présidence.
j'étais voué à la mort parce que les gens estimaient qu'un secrétaire général, on ne s'attaquait pas. Et j'avais sur le plan culturel, politique, attaqué le dossier du feu Premier ministre, je crois ici, quelque chose comme ça. Je me suis retrouvé en face... à Issy Mvondo. Je me suis retrouvé en face d'une famille, un collège de prédateurs qui pensaient qu'ils étaient des monstres géants, mais le temps m'a donné raison. Et ça a valu ce qu'il a valu jusqu'à ce que je puisse trouver les petits grenadiers de baleines comme les Ababa, les Atanmabara. Et d'ailleurs, le journal Le Démenti à l'époque était le premier de la dénoncer. Il y a même mon collègue directeur de publication à l'époque, Pierre Ndiaye, dont j'étais très proche, parce que nous avons fait une visite à Nelson Mandela du côté de l'Afrique du Sud. En Afrique du Sud, à l'époque. À son âme, je peux le dire ici, il m'a relaté cette visite avec des photos, avec beaucoup d'anecdotes. Voilà, donc justement. Et on a eu l'occasion de rencontrer le président Nelson Mandela, encore en prison à l'époque. Et nous avions pour lieu de domiciliation Pretoria, à l'époque où on écrivait encore dans les passeports que interdiction d'aller en Afrique du Sud. On a utilisé les moyens pour y arriver, avec tout le risque qu'il fallait. Et j'estime aujourd'hui que le temps nous a donné raison. Et ça a été un grand tome en ce qui concerne la lutte pour la liberté de la presse. Et ce qui nous secondait à l'époque, c'était les Séverin Tchunke, qui se faisait ressentir par la nouvelle expression qui était sérieuse à l'époque. Mais vous oubliez de citer Michel Moussala. Voilà. J'en viens, Michel Moussala faisait dans Aurore, mais il avait un style policier. Ça veut dire que j'aimais bien le voir dans le style policier. Et il faisait ce qu'on appelle la lettre à l'attention du chef de l'État tout le temps, quelque chose comme ça. Dans sa ligne, c'était très bien, mais la presse était très, très, très difficile à ce moment-là. Très difficile. Très difficile en main parce que... Pourtant, il a produit des tomes et des tomes sur Polycarpe, Baba et Non, à cette époque, on était déjà ensemble. Ça veut dire, en ce moment, il y avait une liberté certaine qui s'était installée. Ça, c'est vrai. Il y a les gens qui ont fait aussi la presse, comme Lady Penda. À l'époque, un ancien douanier, il avait Galaxy, avec Mwangi Kofi, qui a été mon rédacteur en chef à l'époque. Il y a le Patriote qui a fait son temps, mais il était pro-gouvernemental, géré par l'actuel ministre Famendongo. Alors Georges Gilbert, on l'a dit de nous. Ouais. Une question directe. Est-ce qu'il y a des prisonniers politiques dans cette affaire au Cameroun? Il y a des prisonniers de droit commun, mais en transfuge politique. Maintenant, il y a aussi des prisonniers politiques, pseudo-politiques. Soyez... Je vais être clair dans ce que je dis. Voilà, il faut être clair. Pseudo-politique, c'est que Amadou Ali décide de transformer quelqu'un en prisonnier politique. Parce que tout de suite, celui-là se retrouve dans son septentrion, et dans son coin, il s'appelle Fondjindam, et fait un bon clivage en ce qui concerne le militantisme par rapport à leur parti. Je rappelle que vous avez lu une longue lettre ici l'autre jour qui parlait de ça. Voilà, justement. Je repose la question. Ouais. Vous parlez de transfuge politique dans cette affaire. Ouais. Vous êtes là devant les caméras et c'est le monde entier qui nous... Dans cette affaire, est-ce qu'il y a des prisonniers politiques ou c'est tout simplement une affaire d'assainissement? Non, c'est une affaire, c'est une campagne en ce qui concerne celui qui est à la direction de ce pays. Ça veut dire que le président de la République, c'est la campagne d'assainissement et la moralisation. Oui. D'accord? Mais à l'intérieur de cela, il y a des gens qui ont créé ce qu'on appelle des quartiers. Et qu'ils veulent faire comprendre au chef de l'État que, en fait, ceux-là sont des ennemis de la République, hein, et ceux-là peuvent enclencher ce qu'on appelle une mauvaise médiation au niveau de sa politique. D'accord? Qui sont les ennemis de la République? Mais c'est que ceux dont on prétend, ça veut dire que voilà ce qui se passe. Parce que je voulais donner un cas. Vous voulez dire qu'il y a des coups politiques en fait. Voilà ce que je voulais dire. L'opération est lancée, mais il y a des coups politiques à l'intérieur. Voilà, l'assainissement est lancé, mais il y a des coups politiques. Merci. Voilà. Donc ça fait qu'il y a une confusion totale. Parce que vous ne pouvez pas aller mettre quelqu'un en prison parce que vous lui avez demandé pendant une séance de travail
et qui s'appelle Fondindam, à l'immeuble Étoile. À l'époque, Chifenouni avait organisé un bal masqué. Et sous le regard, à l'époque de DGRE... Rappelons à l'attention de tous qui nous regardent un peu partout. Chifenouni, c'est le Premier ministre, d'ailleurs, qui a eu ce mérite-là de lancer l'opération Épervier. Voilà, et l'opération, malheureusement, ça l'a rattrapé lui-même. Oui. Bon, voilà, donc, qui soulevait dans une réunion préparatoire pour soutenir un projet qui devait construire j'appelle ça, les grands pipes, et qui devait vendre mieux le chantier naval. Sous la bannière, par exemple, de Fondindam, ils ont mis un système croyant que M. Fondindam avait de l'argent à leur donner. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que quand vous avez un projet de 250 milliards, et que vous profitez de mettre en exergue l'expertise technique dans le domaine, par exemple, du chantier naval, comme dit, on s'en rend compte que le chantier naval pouvait construire un bateau. Quand le bateau n'a pas été construit, c'était parce qu'il y avait une concurrence déloyale. C'est pour ça qu'au Rodel... Non, parlez de manière... Bon, arrêtez-vous dans ce que vous appelez concurrence déloyale. Voilà ce que je dis. Concurrence déloyale, voilà ce que je dis. En termes simples, pour que tous les téléspectateurs comprends, j'en viens. Oui. J'en viens. Voilà. Ça fait beaucoup de détours en termes... Non, je ne fais pas de détours, moi. Hein. Oui. Je voulais simplement dire ceci. Hein. Oui. En ce qui concerne réellement l'histoire, par exemple, de la cupidité politique. C'est pour ça que j'ai parlé de transfuge, ou bien vous avez dit tout à l'heure de coups politiques. Voilà des victimes parmi lesquelles celui-là. Vous comprenez à peu près? Donc vous nous dites que Fondindam, c'est une victime. Mais il est victime parce que les fonds, tout le monde reconnaît, vous ne pouvez pas être condamné sans preuve. Vous ne pouvez pas être en prison comme ça. C'est de ça qu'il s'agit. La concurrence déloyale rentre là. La concurrence déloyale, c'est quoi? Oui. Le chantier naval a des missions régaliennes. Est-ce que vous comprenez? Ces missions régaliennes dont le chantier naval a, ce sont des missions comme telles. C'est-à-dire qui sont des missions nobles et qui ne souffrent d'aucune contestation. Et on s'en rend compte que le chantier naval a suivi une chronologie. C'est-à-dire, l'histoire du chantier naval, c'est quoi? C'est que c'est une entreprise qui peut créer des richesses. Que quelqu'un prend en minorité dans un financement qui n'a même pas l'auréole réelle, avec des missions type régaliennes qui peuvent booster l'économie. Et comme il s'appelle Fondindam, il a osé apporter son expertise. Et quand il ose apporter son expertise, il arrive à capter l'attention d'un financeur, des investisseurs extérieurs, parmi lesquels le réseau financier. Et à cet effet, qu'est-ce qui va se passer? Fondindam va avoir l'audace de mettre en projet c'est-à-dire le squelette politique du renouveau sous l'auspice de Paul Biya. C'est de ça qu'il s'agit. Des entreprises qui se prennent en charge et qui peuvent créer des richesses. Vous comprenez? C'est ça son péché? C'est ça son péché. Maintenant, ceux qui sont aux affaires, d'une manière tutélaire, tel le Premier ministre Chifenouni, tel le vice-premier ministre. Le Premier ministre de l'époque, mais maintenant à Kondangui. À Kondangui, mais apparemment, quand vous êtes Premier ministre, même si vous êtes en prison, vous êtes le Premier ministre. C'est pas un problème avant. D'accord, ok. Vice-premier ministre en charge, disons l'actuel vice-premier ministre Amadou Ali, s'organise lors d'une réunion pour d'abord l'ausculter autour d'une diatribe. Tu as de l'argent, tu as assis dessus de l'argent, donne-nous notre quote-part. Pendant ce temps-là, il est en train de faire la mise en place de ces projets. Ça veut dire la construction des pipes et des engins sollicités. Et ces engins sont des engins paramaritimes. Donc la concurrence déloyale vient d'où? Du Premier ministère et du vice-premier ministre? Non, la concurrence déloyale, c'est quoi? C'est que j'ai voulu parler du Rio Del. Comment vous appelez le bateau de la femme de Moudi Kila? Vous nous dites, dites-nous. Mais on a parlé de ça tout à l'heure. Pourquoi vous faites comme si vous ne connaissez pas? Il y a un bateau que vous avez voulu acheter, dont Doe Collins était apparemment l'indicateur, le prospecteur. Le bateau qui avait eu beaucoup de problèmes là? Oui, c'est Rio Del ou Del Rio? Del Rio, hein? Okay. La concurrence déloyale, c'est où? C'est de là qu'il s'agit. Voici,
le chantier naval peut construire des bateaux. Oui. Parmi ses missions. D'accord? Oui. Et on estime qu'il faut aller acheter à la carte un bateau. Parce qu'il y a des petits amis, des autres qui servent les amis. Est-ce que vous comprenez? Oui. Parce que je ne veux pas entrer dans les chiffres, dans les affaires. Je veux que cette affaire soit traitée en fonction d'une programmation. Parce qu'on ne peut pas prendre le tout aujourd'hui. C'est ça qu'il s'agit. Oui. Il faut aller pour expliquer au fond pourquoi il est en prison. Parce qu'il empêche que ceux-là puissent aller faire de la surfacturation sur un bateau. Ils achètent un bateau. Elle a acheté un bateau. Au lieu de le fabriquer. Voilà, au lieu de le fabriquer sur place parce que le chantier naval en a d'expertise. Et il y a des ressources humaines qui accompagnent cela. Il y a des directeurs d'exploitation, il y a de ceci, il y a de cela. Donc il y a un problème, c'est que dans cet accompagnement, les gens estiment qu'il faut aller acheter un vieux bateau qu'on va venir revêtir. Et dans le pipe de la gourmandise, c'est lui qui empêche. On ne demande pas son avis. On vient plutôt lui dire, nous avons acheté, va expertiser. Il dit, mais non. Vous ne pouvez pas nous avons acheté déjà. Il dit non. Il y a un problème. Est-ce que le chantier naval qui a des missions régaliennes comme telles, qui peut construire des bateaux et autres, pourquoi est-ce qu'il n'a pas été consulté? Et ils estiment que c'est un défi. D'accord? Dans ce pipe, lui ne va pas comprendre que ce sont des ennemis qui s'installent maintenant sur sa route. C'est de ça qu'il s'agit. Et il y a des dates historiques qui sont là. Que vous nous rappelez? D'accord? Le 19 mai 2005, pendant une réunion présidée par Efren Enoni, Premier ministre à l'immeuble Étoile, le vice-PM, disons que, de la justice à l'époque, M. Amadou Ali, il dit, mais monsieur, tu es assis sur l'argent, il faut nous donner notre part. Et il dit à M. Fordindam, devant Oboulabet, à l'époque DGRE, ça veut dire Direction Générale de l'Enseignement, à l'époque qui participait, il dit, monsieur le DG, si votre projet du Yard pétrolier de Limbe connaît autant de difficultés ici à Yaoundé, c'est parce que nous tous dans cette salle pensons que vous êtes assis sur des milliards du projet et que vous mangez seul, sans cure-dent. Même les restes et les résidus n'y sont pas. Et dans cette salle, il y avait au moins 10 ministres. Minimum. 10 ministres. 10 ministres de la République. La direction générale au Bélabout ne va pas faire la note de l'enseignement au chef de l'État. Parce que moi, j'ai approché la chose pour comprendre pourquoi. Parce que son rôle pendant les assises, c'est de rendre directement compte au chef de l'État, parce que c'est ça la mission de la DGRE. Ce qu'il n'a pas fait dans ce rapport, c'est qu'il devient assez pensif. Et pourquoi il ne le fait pas? Parce que dans des entités régaliennes, on s'en rend compte qu'il a eu un problème des émoluments avec, à la période en 2005, plus couramment en juillet 2005, au niveau de la DGRE, il avait eu maille à partir avec les émoluments des agents de la DGRE qui avaient dit nous arrêtons le travail ou tu nous fais payer nos émoluments parce que tu les as touchés au niveau du ministère des Finances. Et il va simuler que c'est son fils, un peu malade. D'accord, qui avait une petite maladie, je ne sais pas quoi, mentale, qui avait porté le sac d'argent. On va même faire croire que ça a été volé. C'est l'un des dossiers qui fait partie, monsieur, au Bélabout, de là. Malgré qu'il soit le beau-frère prétendu à la montée de... comment on appelle ça? Je voulais dire à Yaoundé, là, ça va me venir tout à l'heure à la tête. Alors, la suite de ces réunions, dont les renseignements ne sont pas... Bon, voilà, ne sont pas donnés. Oui. Ça, c'est la date du 19 mai. Oui. J'ai voulu dire dans Alimenté, comment vous voulez pas que je dise que la nièce était mariée à quelqu'un qui se passe... Non, ce qui nous concerne, c'est les dates. La nièce était mariée à quelqu'un qui se passe pour être le fils de Paul Biya. Les dates. Pourquoi vous n'aimez pas que je parle de ça? Il prend souvent la tondeuse, il pique pour que ça donne la forme de la tête. Mais c'est difficile. Hein? Le 3 août 2006, les allégations sont telles que le directeur de chantier naval, maintenant, va se retrouver en face de Charles Corps II.
un audit non contradictoire sera fait à son endroit. Ah, à l'endroit de Fondjidam. Du chantier naval. Mais on se pose la question. Quand vous venez auditer comme une entreprise, vous devez poser la question que, mais, monsieur, donnez-moi des éléments et quand vous trouvez la faute, vous lui demandez quand même que, est-ce que vous avez... Vous dites, venez d'où? Commandé... C'est commandité par... Mais tu ne comprends pas. Le chantier naval est lié à la SNH. Oui. Laissez-moi vous parler. Oui. Corps 2 est un gribouilleur auditeur agréé auprès de la justice. D'accord? Le ministère de la Justice, je vous l'ai dit. Et on s'en rend compte que dans ce gribouillage, il va parler de 2003 à 2005, alors que Corps 2, il est commissaire aux comptes. Il avait déjà certifié sous réserve les comptes des exercices 2003-2004. Mais vous critiquez 2005, 2003, 2005. Mais vous avez certifié les exercices 2003 et 2004. Paradoxe. Quelqu'un qui dit oui et demain il dit non. Voilà autant de gabégie. Dans la même révision des comptes de 2005, qui n'avait pas encore été achevée. Bien sûr, c'était en septembre 2007 que les comptes 2005 avaient été certifiés. Je trouve ça très difficile à juger. La contestation du directeur général de bon ton et de bon droit va s'asseoir. Il va contester. Il dit, mais je ne peux pas, vous ne m'avez pas donné l'opportunité d'expliquer. Oui. Et encore que vous ne respectez pas la traçabilité d'un audit. Il dit non. Quand vous êtes là, c'est le couperet maintenant. Lui, manifestement, le corps de là. En mai 2006, il a été expulsé de la maison de maire de Price Waterhouse Copper. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que monsieur, on vous a donné, par exemple, une carte de presse, on dit que vous êtes journaliste. Oui. La Price Waterhouse Copper, c'est une coopération qui reconnaît les valeurs de personnes qui sont dans le métier. Il est chassé, mais le Cameroun outrepasse. Maintenant, je prends le Cameroun. Outrepasse cela. On prend quelqu'un qui était... Non, attendez, laissez-moi parler. Non, laissez-moi vous relancer. Qui n'est même plus reconnu. Quand vous dites le Cameroun, vous voulez nous embarquer dans un je ne vous embarque pas. Oui. J'ai dit le Cameroun. Maintenant, laissez-moi vous dire qui au Cameroun. Parce qu'il parle au nom du Cameroun, mais non pas de mandat. Apparemment, il est très proche de la SNH. Il faut à tout prix que ce monsieur qui gêne en amont qu'on puisse acheter le bateau qui était déjà en cours de négociation, dont Madame Boudi qui a été la coopérante et qui a mis beaucoup de choses autour de cela pour qu'elle puisse être... Mais ce qui gêne, c'est qu'on peut prendre un exclu de compétences... Mais c'est ça qui est mauvais. Ça veut dire qu'on ne peut pas commettre un expert qui n'est plus reconnu. D'où je parle du Cameroun. Mais qui est proche de la SNH. Suivez mon regard. Alors, comment ça évolue? Qui apparemment mange un peu avec Dokolès. Parce que lui mange un peu. Comment ça évolue? Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Le vice-PM de la justice va laisser prospérer l'enquête judiciaire contre un DG parapublic alors que le consupé était en train de vérifier les mêmes informations. Ah, le Conseil supérieur... Qui est au-dessus de toute entité. Ça veut dire que le commissaire aux comptes, tous ces auditeurs qui sont agréés auprès de la justice, sont en dessous de cette institution. Ça veut dire que les prérogatives constitutionnelles, étatiques disent que quand le consupé met de l'ordre, ou audite, ou veille, on se tait, on regarde et on consomme. Nous sommes en face d'une délectation qui n'est pas normale. Le 15 octobre 2007, le rapport du consupé sur la gestion du chantier naval pour la période 2003-2006 est communiqué au ministre d'État SGPR. Ce rapport, malgré sa prééminence par rapport à tout... Que dit le rapport? Le rapport, voilà. Malgré sa prééminence à tout autre audit antérieur, déclare qu'il n'y a pas eu de détournement de deniers publics au chantier naval entre 2003 et 2006. Et par convivialité, monsieur, le directeur sera convié à la présidence plutôt pour être apprécié.
Entre autres, le chef de l'État apprécie les actions du chantier naval sous l'ère de Fondjindam. Et comme si ça ne suffisait pas, malgré qu'il soit apprécié, alors je veux serrer ma ceinture un peu pour vous dire qu'il y avait quand même quelqu'un qui aux affaires encore, qui est directeur général de la CNPS. Et quelqu'un qui apparemment, qui peut être dans un premier ministère actuel, qui l'ont reçu et l'ont plutôt apprécié pour dire que d'après nos vérifications, nous savons que vous n'avez pas commis une faute de gestion. Ce que vous dites là, on se le connaît, ils étaient des experts du Conseil supérieur. Très bien. Malgré la communication de cette conclusion de non-DDP à la présidence en octobre 2007, le vice-premier ministre de la Justice, Amadou Ali, a fait arrêter le 7 mai 2008 et écroué dans une prison un innocent. Il s'appelle Fondjindam. Alors, vous parlez d'innocent ici, monsieur. Je vais vous donner l'info. C'est pas la justice ici. Non, laissez-moi parler. Un innocent, je vous dis pourquoi. Oui. Je n'ai pas le prétoire ici, mais je voulais dire... Non, vous n'êtes pas juge. Non, monsieur, je parle des éléments. Non, monsieur, je parle avec les documents. Vous en avez un? Mais vous ne pouvez pas faire... Moi, je parle avec ça. Ici. Vous dites présumé innocent. Non, j'ai dit innocent. Non, présumé. Mais monsieur. dès qu'il y a des conclusions des experts en la matière, vous ne pouvez pas parler de présumé. Nous ne sommes pas ici en justice, nous sommes là pour relater les faits. Et les faits sont têtus. Je parle avec les documents. Comme je disais souvent, Nabel, ma papa, voilà les documents. Je ne parle pas derrière. Celui qui peut contester que Amadou Ali, que ceux qui étaient aux affaires, qui viennent dire non. Que Mekoulou a été à cette réunion en tant qu'expert, en tant qu'inspecteur. À quelle réunion? À la réunion du Premier ministre. De la présidence de la République. Qui a félicité. D'accord. Qui a félicité. Et quand vous félicitez, je vais vous dire quelque chose que vous ne savez pas. Quand vous communiquez à la présidence, il y a ce qu'on appelle la vase communicante. Les services sont écoutés, tout le système est enregistré. Le chef de l'État, même s'il est dans la douche, il sait bien que vous êtes dans la présidence. Je vous donne cette information si vous ne l'avez pas. Et personne ne peut la contester pour ceux qui connaissent mieux la présidence. Le 7 mai 2008, le département des États... laissez-moi parler. Vous n'avez pas fini parce que vous dites Fondjindam est arrêté et il est innocent. Alors il est écroué le 7 mai 2008. Il est arrêté pourquoi? Parce que le vice-premier ministre dit que malgré tout, même si les inspecteurs en charge de cette expertise au Consupé disent que ce n'est pas de cela qu'il s'agit, il y a des allégations. Je pense qu'il y a fortement des soupçons et qu'il a des comptes et des paradis fiscaux dont je continue à attendre jusqu'à maintenant. Aucun rapport pour dire tel compte est à l'île Caïman, tel compte est au Guantanamo. Je peux vous relancer. Mais c'est quoi cette histoire? Attendez, je peux vous relancer. C'est compliqué. Je peux vous relancer. Allez-y. Alors, le dossier d'instruction s'est appuyé sur quoi pour qu'il y ait procès? Mais le dossier s'est appuyé sur les allégations. Sur les soupçons. Les... On soupçonnait qu'il avait des comptes paradis fiscaux. Je mets quiconque en défi. Même le ministre Laurent Esso sait aujourd'hui que ce monsieur est là-bas pour rien. Vous n'avez pas les preuves contre un individu. Vous dites qu'il a les comptes des paradis fiscaux. Qu'on sorte un seul compte. Je mets quiconque en défi. Je vous dis, c'est une enquête que personnelle j'ai faite. Ce n'est pas une histoire de que M. Fondjindam, j'ai fait cette enquête. Et nous tous on était... Ah non, excepté même Fondjindam en tant que... Donc ça veut dire quoi? Je ne viens pas ici défendre Fondjindam. Je viens dire ici la vérité. Ah, j'ai voulu vous demander. Je viens ici dire la vérité. Attendez, j'ai voulu vous poser cette question. Je vais vous dire quelque chose qui va vous surprendre. Oui. Dans le démenti, journal dont je dirigeais, les gens... Il y a un de mes rédacteurs à l'époque qui est venu, qui était très proche d'Amadou Ali. Je ne vais pas donner son nom, par respect pour les journalistes. Qui est venu me dire, il y a des problèmes au chantier naval. Il faut qu'on se mette dans la même trappe parce que Fondjindam dérange. Je leur ai dit, tout ce que vous allez commettre comme article... C'est ce que le journaliste vous a dit. Il m'a dit, je suis directeur de publication à l'époque de ce journal. Je lui dis non, tout ce que vous mettez au conditionnel. Je ne veux aucun article qui dit que si vous avez les preuves non publiées avec les facsimilés, je veux
facsimilé numéro 1. Facsimilé numéro 2. S'il a détourné de l'argent, vous me faites comme d'habitude. Non, je dis, monsieur, je ne veux pas ça. Mais, ce journaliste s'est fait virer par ma modeste contribution. Il a été récupéré dans un ministère comme temporaire. D'accord? Donc, il y a quelque chose de sérieux. Et on ne peut pas... Il est parti de votre journal. Il est parti parce que je l'ai... Comment ça, vous l'avez chassé? Il est parti parce qu'il est allé travailler au FECOM. Et je sais qui l'avait envoyé par recommandation, sur recommandation là-bas, pardon. Et à l'époque, le FECOM était géré par Ondondon. Parce que c'était une recommandation. Qui a connu les affres. Et je lui ai dit à ce jeune homme, va travailler là-bas. On va te donner par exemple 500 000 par mois. Hein? C'est une très bonne chose. Mais sache que tu auras des problèmes. Et c'est là le problème de conscience. Je parle si monsieur à la télé aujourd'hui. Vous savez là où il est filé? C'est un homme que c'est grâce à moi qu'il a la liberté aujourd'hui. Parce que si je n'aurais pas intervenu, il serait avec son nom là-bas. Parce que j'ai voulu démontrer que le journaliste peut avoir des imperfections professionnelles, mais on ne peut pas le lier à la responsabilité peut-être pénale de Gérard Emmanuel Ondondon. Et j'avais dit à son épouse, j'interviens parce que j'estime que dans ce cas, il n'est pas responsable. Mais il est beaucoup responsable de ce qui lui arrive. Donc, c'est un peu de cela qui est difficile. Je peux continuer en disant que après mai 2008, le 7, quand on arrête Fondjindam, vous savez comment on l'arrête? Sous le regard du personnel. Forte humiliation mise en place. Et il est mis dans la maison d'arrêt de Newbel. Jusqu'à date. Le 7 mai 2008, d'une manière contestable, le vice-PM dit, mais attends, à Madame Jeannette Garvey, ambassadrice résidente des États-Unis à Yaoundé, que oui, le consupé a audité et a épinglé Fondjindam d'un détournement de plus de 2,3 millions, ça veut dire USD, donc de dollars, lorsqu'il était DG du chantier naval. Et tout ce qu'on lui a demandé, c'est de rembourser qu'on le laisse tranquille. Mais attends, on va où là? On va où? C'est des témoignages concrets sur les documents déclarés par l'ambassadrice Madame Jeannette Garvey. Et ceci, c'est le ministre Amadou Ali. C'est confirmé authentique. Confirmé authentique. J'ai confondu les sources. Parce que quand tu me dis quelque chose, je vais chercher ailleurs. Elle vit encore. Elle est en vie. J'ai confondu les sources. Mal en a pris Amadou Ali. Vérification faite, on attend les paradis fiscaux jusqu'à maintenant. Parce que je pense qu'on dit qu'il est malade. Moi, ces histoires de malade malin là, il se couche, il se couvre avec les draps alors qu'il a commis des gaffes. Le président de la République est arrivé, il faut qu'il nettoie la maison. Amadou Ali... Mais c'est pas seulement lui. J'ai dit nettoie la maison, ça veut dire qu'il y a plein, il y en a plein. Je voulais dire, Amadou Ali, lui qui n'avait aucune information des paradis fiscaux dont il doute à l'endroit de Fondjindam, le mensonge organisé à la tourpette quand il était encore sous-préfet dans le Grand Nord, son mensonge était allégratoire et c'était très énervant à l'endroit de Aïdjo, paix à son âme. Je suis allé faire des recherches là-bas, c'était un monsieur écrivaillon. Je prends ça sur mon dos. C'était les gens qu'on prenait par cooptation de Saré. Ça veut dire on prend l'enfant d'un notable. On dit viens, c'est de là où il sort. La prestance du cumul du non-savoir. Et c'est ça qui nous fait payer le prix aujourd'hui. Dans cette course effrénée.
Mais il y a des grands experts du Conseil supérieur qui sont là. Il y a des 10 ministres qui sont là. Est-ce que vous ne trouvez pas que c'est une responsabilité collective? Non, pas du tout. Nous, dans la réunion du Premier ministère, il élève la voix. Parce que pendant la réunion, le Premier ministre est appelé par le chef de l'État d'urgence pour un autre dossier. Autres ministres? Mais ils ont observé. C'est le vice-premier ministre qui a pris parole. Ils se sont tus. Ils se sont tus. Même au Bélabout n'a pas fait ça suite à nous. Pourquoi donc? Il n'a pas fait une autre. Parce que, apparemment, il était le porte-parole. Parce que quand quelqu'un dit nous, moi je vous dis que monsieur le directeur général, nous tous on est convaincus que tu es sur les dollars. Et vous trouvez que ceux-là ne sont pas responsables? Lessivement responsable, c'est celui qui a organisé la réunion et celui qui a pris acte de dire que c'est elle. Ceux-là qui laissent faire. D'accord? Laissez faire. Les éléments Ils étaient dans une réunion. Quand une réunion est organisée, c'est celui qui l'organise qui en est le responsable et le porte-parole de surcroît. Donc, M. Enouni, Chief Enouni, le Premier ministre à l'époque, est appelé par le chef d'État rapidement à tout dit, et il laisse la séance de travail continuer avec Amadou Ali, vice-premier ministre, qui avait la qualité d'être le ministre d'État à cette période, vous comprenez? Et vous trouvez que l'agent de renseignement qui était là, spécialisé dans ce domaine, pour rendre compte à l'autorité, à la hiérarchie, la grande hiérarchie... Je vais vous dire ce qui va se passer. Oui. Le conseil peut-être donné par ce dernier à Fondindam, c'était de se taire, aller faire le mea culpa et cirer les bottes des autres. Parce que moi, je serais été à la place de Fondindam. Au sortir de là, j'avais mon papier et le bic, je devais écrire, même si ça n'arrive pas chez le chef de l'État, même s'il m'empêche, les Camerounais et le public devaient être tenus au respect. C'est pour ça qu'il n'y a pas de responsabilité collective. Et je dis... Et peut-être de résignation. Non, ce n'est pas la résignation. Puisque si quelqu'un se lève... Est-ce qu'ils avaient dit non? Quand le vice-PM a dit, tu as assis sur l'argent, tu manges, il fallait qu'ils disent que monsieur, nous ne sommes pas partie plénale. Monsieur le Premier ministre. Donc ça veut dire simplement que quand ils ont acquiescé, qui ne dit mot? Ils sont donc responsables. Je voulais dire de la collectivité, de peut-être de la manger, mais pas de mettre... Et la suite la suite de cela, c'est simple. Les remarques qui sont à retenir dans cette affaire. Le rapport du Consupé, numéro 0040 L-PR-Consupé-SG-DIEP en date du 15 octobre 2017 dit clairement 2007, j'ai dit, pas 2017. Dit clairement qu'il n'y a pas eu de détournement de deniers publics au chantier naval entre 2003 et 2006. Les inspecteurs d'État qui sont venus à la barre au TGI de Voury en septembre 2010 et ont tous témoigné qu'il n'y avait pas de détournement des deniers publics ni de paiement non justifié au chantier naval en 2003 et 2006. Période de leur audit dont le vice-PM n'a pas dit la vérité à qui? À l'ambassadrice. J'ai confondu les sources. Vous n'êtes pas très sûr que je n'étais pas en contact avec Mme Garvey. J'ai les moyens de ma politique. Quand je viens de dire quelque chose ici, je ne viens pas dire n'importe quoi. S'agissant des fonds logés dans les comptes en Grande-Bretagne, les paradis fiscaux, oui, c'est encore des rêves dans les buées et dans les nuages. Il n'y a jamais eu de paradis fiscal en Grande-Bretagne. Il n'y a jamais eu de comptes au Royaume-Uni. Encore mieux, le cadre de ce procès, l'État a envoyé plusieurs commissions rogatoires dans tout le monde entier. On a cherché là où Fondindam a caché l'argent dans les paradis fiscaux, on n'a pas vu. Même moi qui suis assis, je suis allé d'abord à Îles Caïmans. Je suis allé dans un autre pays pour voir, mais le type là, il a gardé ça où? J'ai cherché, je n'ai pas vu, je suis rentré, j'ai croisé les bras. Mais le miracle, en fait, peut-être, je vous relance tout simplement. Au-delà de tout ce que vous citez, et qui fait un plaidoyer qui disculpe Fondindam, fatalement, il est en prison. Fatalement, il est en prison parce que j'ai lu une lettre ici. Je ne veux pas recommencer à la lire. Là où le ministre en charge de la justice à l'époque, Amadou Ali, vice-premier ministre à l'époque, je vous l'ai dit, en charge de la justice, avait décidé de l'arrêt de mort. Il a donné des consignes. Le juge là existe encore. Hein.
J'ai confondu les sources. Parce que là, nous ne sommes plus à l'heure là où tu disais à un président du tribunal, bon, va faire ceci. Quand je me place en face de toi, je te dis, monsieur, le premier magistrat, moi qui suis en face de toi, je suis d'abord Camerounais. Maintenant, en tant que président d'un parti, dans nos missions régaliennes, voici ce que je veux comme information. Si vous ne me donnez pas cette information et que j'ai le document qui vous inculpe, je vous porte plainte. C'est ça ma façon de travailler. Si je m'en rends compte qu'en face de moi, vous voulez apporter la mauvaise foi et que j'ai un document qui, de près ou de loin, témoigne seulement que vous n'avez pas respecté la chose publique, ou peut-être vous avez violé la loi, je vous porte plainte. Et je l'ai fait plusieurs, avec l'actuel secrétaire général, sénateur du Sénat. Je l'ai fait. J'ai transmis une plainte normale de M. Diouké qui a porté plainte aujourd'hui aux brasseries. Et l'affaire suit son cours. Je l'ai fait avec le président de l'Assemblée nationale. Je peux dire, j'ai tout le temps que je le fais. Et ça marche. Parce que le chef de l'État est là pour écouter le peuple. Et ceux qui veulent participer, les différents acteurs. Que les gens ne croient pas qu'ils vont s'asseoir sur leur laurier parce qu'il est magistrat. On a un document qui l'implique dans une curiosité de corruption. Alors, et qu'on vient de dire, je le dis, je te porte plainte. Et moi, écoutez, s'il vous plaît, je veux chuter. Les gens m'ont dit, vraiment, si vous courez trop de risques, donc les bandits de la République, entre guillemets, les corrompus, ceux qui mettent en mal la loi, ça, moi, je vais les méplier en face d'un prédateur. Ah non. Ah non. Mais c'est pas le système. Et toutes les fois. C'est pas le système. Non, non, écoute, c'est pas le système, monsieur. Moi, je ne suis pas un Camerounais à part. Prenez le courage, monsieur, de dire à monsieur le magistrat, vous vous êtes trompé. Monsieur le secrétaire général de la présidence, vous êtes en porte-à-faux avec la loi. Mais Fondjina m'a d'accord. Je le fais depuis des années et ça marche. Il a dénoncé l'audit. D'accord. Vous savez là où il est. Il a dénoncé quoi? L'audit qui était commandité. Vous pensez que c'est parce qu'il a dénoncé seulement l'audit, c'est parce qu'en face, il y a des gens qui voulaient manger. Le bateau appartenant au couple Moudiki. Vous avez oublié ça. En passant, ça fait 3 fois qu'il tente de démissionner. Monsieur Moudiki, you have the floor. Nous tous, on est là. C'est ça que monsieur Biya lui a dit. Je prends ça sur mon dos. Il a tenté de démissionner 3 fois. Je parle devant la télé. Je parle en face d'une caméra. Il part où? Tu vas rester. Il faut répondre de tes actes. Il n'y a pas de Camerounais français. Alors, c'est de ça qu'il s'agit. Moi, je retiens voilà, avant que je vous le relance seulement, je retiens une chose. Je retiens que l'État et le patrimoine de l'État, c'est-à-dire l'argent du contribuable, a été dilapidé dans ce procès que vous dites non-procès. Les gens sont allés partout, ils sont allés aux îles Caïmans, ils ont fait ceci. À qui profite tout cela, ce qui a été dilapidé là? Et fatalement, vous défendez un innocent qui est en prison. Voilà encore une autre peine. Comment on peut arriver à résoudre cela avant que vous nous On ne peut que résoudre cela en remettant celui-là en liberté sans condition. Voilà ce qui va se passer. Et qui va payer l'ardoise? Non, écoutez, les préjudices peuvent courir. D'accord, les réparations. Mais la condition sine qua non. Pendant que je vous parle ici, ce dossier, le chef d'État là, je ne viens pas dire des choses parce que je veux faire plaisir. Et je rappelle à ce prédateur, votre patron, il a ce dossier. Et il sait qui a fait quoi. Vous êtes beaucoup trompé. Aujourd'hui, à corps et à cri, le respect de la culture aujourd'hui a pris ce qu'on appelle un départ que je voulais dire fatal. Quand un fond, chez nous on dit souvent, quand un chef vient, il dit quelque chose, il faut l'écouter. Parce qu'il représente une entité forte. Que ce soit humaine, que ce soit des us. D'où vient-il que un groupe de chefs, de notoriété, qui jouent un rôle cumul culturel, politique, économique et tout ça, disent, ce monsieur, nous estimons, on est allé même dans les calebasses pour dire que, faut dire, attends d'abord, peut-être toi tu ne dis même pas la vérité. Traditionnellement même, j'ai rencontré des fonds, hein.
Traditionnellement même, ils ont dit, quand j'ai posé 2-3 questions, ils m'ont dit, allez dire à votre père que le monsieur là qui est là-bas, Dieu est là. Voilà ce que ils ont dit Dieu est là. Parce qu'on ne sait pas ce qu'il fait là-bas. On ne sait pas ce qu'il fait là-bas. De 3000 employés à 400 employés au chantier naval. Ah, voilà une autre perte énorme. Aujourd'hui, les gens se retrouvent dans la rue. L'entreprise elle-même a chancelé. Vous comprenez? De 40 milliards aujourd'hui. Pourquoi vous expliquez, comment vous expliquez que l'entreprise est chancelée? C'est-à-dire... mais nous ne pouvons pas. Il y a un problème, c'est qu'il y a de l'argent bloqué dans un compte dont le projet a pris dans les 50-60 milliards, si j'ai bonne mémoire. Et il reste aujourd'hui qu'on continue. L'argent est bloqué. Fonji Dam est en prison. Nous, on veut le travail. On a nommé des directeurs, Antoine Écoutez, Bicoro, monsieur, là, maintenant, vous posez un problème sérieux. Antoine Bicoro, avec un juge de Douala, dont j'ai pris le temps de fouiner dans sa vie, a décidé de l'arrêt de mort de M. Fonji Dam. Qui a décidé? Antoine Bicoro, qui a eu des gestes assez malveillants dans un bureau avec une ancienne journaliste. Vous me regardez pourquoi? Parlez. Qui est à la cellule de communication et qui est devenu bizarrement député. Des gestes malveillants. Non, des gestes de striptease, je voulais dire. Nous sommes sur Fonji Dam. Vous aimez certains biscuits, nous sommes sur Fonji Dam. Mais pourquoi on ne parlait pas de ça? Non. Fonji Dam, Antoine Bicoro. Parce que c'est Antoine Bicoro qui arrive. Lorsque vous dites... Parce que Antoine Bicoro a mangé dans le champ d'action du propriétaire de la SNH. Ça lui a coûté la peau de fesse. Tu sais, ça marche comme ça. Puisqu'il est question ça fait comme ça, là, ça fait autre chose. Quel est l'objectif? Lorsque Fonji Dam est arrêté, il faut... Antoine Bicoro vient, c'est lui qui sort les documents. Pour dire qu'il y a eu 206 millions, 200 millions à peu près qui ont été distraits sans fondement. C'était faux. Montez-moi le document qui accuse l'actuel directeur général. Donnez-moi le document. L'actuel ou bien le... Je dis l'actuel directeur général est cloué. Parce qu'il est encore en poste. Parce que nous, on demande qu'il soit libéré. Vous apparaissez comme son défenseur, c'est pas... Bah ouais, vous savez, vous ne pouvez pas tuer mes idées. Écoutez, je veux dire l'actuel. Écoutez, monsieur. Écoutez. Bah, voilà. Antoine Bicoro a été installé comme directeur du chantier naval, non? Oui, mais comme partenaire de la SNH. Mais c'est vous qui le dites. Et il est où aujourd'hui? Là, c'est un autre débat. C'est un autre débat? Oui. Il est dans, dans le champ. Et nous, on a la mission d'aller le récupérer. N'oubliez pas que je suis le président du Parti républicain. J'étais en train de vous poser la question. Quand je dis l'actuel directeur général, ça ne veut pas dire que je ne connais pas que c'est un autre directeur qui est là, M. Forum, que je sais de quoi il s'agit. Vous comprenez? Vous ne perdez pas vos lettres de noblesse quand la justice n'a pas été en votre endroit définitif. Et qu'il faut que ça soit lié aux actes de gestion et de votre fonction. Jusqu'à maintenant, je continue à attendre. On lui a donné 10 ans. Les 10 ans qu'on lui a donnés aujourd'hui au niveau de la Cour suprême. Donc c'est 10 ans sur l'innocence. Mais puisqu'on parle d'une même personne, on ne peut pas accuser quelqu'un et au même moment on n'a pas les preuves contre lui. Il fait quoi là-bas? Quand on pose la question au Camerounais, un monsieur qui a l'argent, qui a fait ce qu'on appelle des provisions dans une banque, si monsieur Fonji Dam est aujourd'hui dehors, il ne va que se rapprocher de Forgoué pour lui dire que we have the floor. C'est de ça qu'il s'agit. L'actuel directeur général aimerait que le chantier naval marche. Et il faut le nerf de l'entreprise. Le nerf de la guerre, c'est l'argent. Vous allez faire comment? Le projet a été stoppé. Vous avez compris? Avant qu'il entre. Les bonnes choses qu'il a fait pour l'endroit de l'Italie, aujourd'hui, que vous vouliez ou pas, en matière, en ce qui concerne les engins paramaritimes, moi je les appelle comme ça, qui sont d'une importance fluviale, les barques et autres. Ah, je voulais vous dire, en passant, il y a des barques qui se sont noyées, dont les herbes poussent aujourd'hui là-bas. Il y a quelqu'un qui peut appuyer comme ça. Il est à la prison de Newbel. On fait comment?
On continue à laisser perdre les Camerounais qui ont perdu leur emploi. Vous venez de dire une chose. Vous comprenez? Vous avez dit une chose. Et aujourd'hui, vous dites estimez... que le président Paul Biya connaît ce dossier. Mais il le connaît, c'est pour ça que je vous le dis. Il le connaît, il connaît, la vérité a été établie, il a pris son temps. Nous tous, on a fait des enquêtes, chacun a fait un compte rendu. D'accord? La justice, une fois de plus, s'est trompée. Et je voulais dire au président de la Cour suprême, libérez Fournier-Dam. Vous connaissez ce dossier, vous avez travaillé à Douala. Mais si les faits je lui dis. Si les faits sont tels que... Les faits sont comment avec les allégations? Si les faits sont tels qu'ils sont. Écoutez, ça veut dire que Fournier-Dam... Aujourd'hui, et tout dit, nous sommes en face d'un procès d'inspiration made in Amadou Ali. Mais qui a prospéré. Quelqu'un dit, tu as volé. On t'a arrêté avec le téléphone, on ne voit pas le téléphone, mais on te met en prison. Mais qui a prospéré? C'est ça qu'il s'agit. Surtout qui a prospéré du nouveau code. Pourquoi? Je vais vous dire. Oui. Pourquoi? La dernière concertation du RDPC. Donc, M. Fournier-Dam n'a pas donné 3 000 et 5 000. Je vous ai dit la dernière fois que votre histoire de 21 et 5 000. Voilà, ils ont commencé à couper. Comme 3 000 et... Non, 3 000 et 5 000 aux militants du RDPC. Est-ce que vous savez que l'actuel Premier ministre est allé à Bengui distribuer 5 000? 5 000. Vous voulez quoi? Et la question à leur poser, vous voulez même quoi? Les gens là-bas aussi disent que vous avez dit que c'est Paul Biya que vous avez envoyé, vous voulez aussi quoi? Là, le débat s'est arrêté à ce niveau-là. Il y avait 43 véhicules dans un cortège. Prenons au bas mot 10 000 de carburant. Voilà ce qu'on leur a demandé d'aller faire. L'autre qui fait dans les cuites des affaires, qui est l'ancien premier ministre. Il y a des prisonniers. Bon, voilà. Il y a l'opération est prévue. Il y a ce qu'on appelle des coups politiques que les gens ont impliqués à l'intérieur. Et je voulais interpeller le ministre Laurent Issouli. On va vers la fin. Ça, c'est phase 1 de ce type de... Ce dossier, il faut insister dessus. Parce que... du patrimoine et on ne peut pas s'amuser comme ça. Oui. Allez-y, on est vers la fin de l'émission. Je voulais le dire. Ça me fait très mal de savoir que les gens posent des actes. Et quand ils posent des actes, ces actes ne sont pas corrigés. Est-ce que vous savez qu'à Douala, il y a des gens qui ont les faux titres? UTA a un faux titre et se balade avec ce faux titre. J'ai même les documents ici, mais on va en parler plus tard. Mais je demande au procureur général, dont j'ai beaucoup d'amitié pour lui, ici à Douala, le même dossier va se retrouver sur la table du chef de l'État. UTA, une société italienne vient arracher le terrain à une pauvre femme. Une affaire qui a été vidée à la Cour suprême. C'est 2 tons de loi. Je peux vous dire, la loi doit être respectée. Les textes y compris. On est fatigué. Et ce que le peuple m'a dit aujourd'hui, de dire à l'endroit de mon père, qui est bien arrivé, il est bien portant, il n'était pas à l'hôpital, il est allé chercher... On arrache les terrains aux pauvres femmes. On m'a dit, à l'entrée du studio, va là-bas, dis à la télé et va dire à ton père que il nettoie toutes ces histoires qui sont à côté de lui. Que ça commence à faire trop. Les émoluments de la police ne sont pas payés, les émoluments de la gendarmerie ne sont pas payés, les militaires ne sont pas payés de leur émolument, la justice c'est la même chose, parce que quelques gangrènes de prédateurs se sont assis sur la politique de Paul Biya. Et je dis à l'endroit, papa, vire-les. Bon, c'est compris. On ne vous vire pas de ce plateau. Vous allez toujours revenir. J'ai dit papa, vire-les. Ok. Voilà. Nous, on ne vous vire pas ici. Non, moi j'ai dit que vire-les. Bon, ok. Voilà. Nous sommes arrivés au terme de cette émission. On a compris beaucoup de choses. Ça, c'est phase 1. Parce qu'on parle de la sécurisation du patrimoine foncier domanial. Mais là, c'est les finances avec... on parle de coûts politiques dans cette grande campagne d'assainissement. De toutes les manières, je crois que vous qui nous avez suivis aujourd'hui, vous avez tout intérêt. Retrouvons-nous peut-être vendredi prochain avec Georges Hébert. On la sera toujours en direct. Je serai là. Un grand honneur de vous autres, les téléspectateurs, mais dans la construction positive du Cameroun. C'est terminé. À 19h, le journal en Fulda à 19h15. Ce sera en pidgin à 19h30, fermeture de kiosque avec justement Blagoya et Sikati. Ça, c'est des gens très gentils ici à DBS. À 20h, ce sera le journal en anglais, à 21h en français. Madame, monsieur, bonsoir.
Merci.